Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment débuter l'immobilier au Canada sans argent, sans crédit, sans épargne lorsqu'on est débutant. Je répète encore, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment débuter l'immobilier au Canada lorsque vous n'avez pas d'argent, lorsque vous n'avez pas de crédit. Quand je parle de crédit, je parle de score de crédit et surtout lorsque vous n'avez pas d'épargne. Alors, je vous invite à rester très attentif dans cette vidéo. Si vous avez la possibilité de prendre les notes, prenez les notes parce que il y a énormément de personnes qui me contactent sur les réseaux sociaux, qui me contactent. J'ai mis un lien en dessous de la vidéo et même de cette vidéo, j'ai mis ce lien-là où je permets aux gens de remplir un formulaire pour me poser des questions. Et j'ai remarqué qu'il y a ce problème qui vient fréquemment. Les gens, surtout les immigrants, je parle surtout aux immigrants, qui veulent investir au Canada, qui sont venus, ils n'ont pas d'épargne, ils sont là depuis 1 an, ils sont là depuis 2 ans, ils n'ont pas d'épargne, ils n'ont pas un bon score de crédit. Ils veulent savoir comment débuter au Canada. Et dans ces catégories de personnes aussi, il y a des nouvelles arrivants qui sont arrivés et veulent investir dans l'immobilier, mais lorsque je pose plus de questions, je me rends compte que ils n'ont pas forcément l'argent et ils n'ont pas certains qui sont là un peu plus, qui ont fait plus de 2 ans, ont fait des erreurs qui, n'est-ce pas, ont influencé négativement leur crédit. Alors, sachez que aucune de ces situations-là ne peut vous empêcher d'investir en immobilier au Canada. Que vous n'ayez pas d'épargne, que vous n'ayez pas un bon score de crédit, que vous soyez débutant, je répète encore débutant, c'est-à-dire que vous venez d'arriver au Canada, vous avez, disons, un statut de résident permanent, vous ne connaissez rien au système canadien. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment débuter dans l'immobilier dans ce genre de situation. La première des choses que vous devez savoir, lorsqu'on parle d'argent, ok, lorsqu'on parle d'argent, les gens voient toujours l'argent, c'est-à-dire l'argent papier, c'est-à-dire l'argent liquide, l'argent fiduciaire. Mais sachez que pour investir en immobilier, il y a des choses que vous pouvez apporter qui peuvent être convertibles en argent. Ok? Il y a des choses que vous pouvez apporter qui peuvent être convertibles ou équivalents à de l'argent. Quand je parle d'argent ici, je parle de l'argent papier. Je parle de ce qu'on appelle l'argent fiduciaire. Alors, moi, c'est comme ça que j'ai démarré l'immobilier. Je vais faire une parenthèse pour vous dire l'erreur la plus grave que j'ai faite quand j'ai démarré l'immobilier. Quand j'ai démarré l'immobilier, je vais pas dire c'était un malheur. Le premier coach que j'ai eu en immobilier, c'était un coach qui voyait les choses très grandes. Or, pour moi, en tant que débutant, or, pour moi, en tant que quelqu'un qui venait d'arriver au Canada, qui était nouveau dans le système, quand je parle du système, je parle du système immobilier, hein, je parle pas de la société, parce que je parle des affaires des années 2002, 2022. Donc, lui, il parlait d'investir dans des logements du genre 6 logements et plus. Moi, j'étais nouveau. Je n'avais pas suffisamment confiance. J'étais pas convaincu que le système fonctionne. Je n'avais peu d'argent. Et même mon score de crédit était quand même bon. J'ai toujours eu un bon score de crédit. Donc, j'ai commencé comme ça et la chose que ce coach ne nous disait pas, c'est que, ben, écoutez, lorsque vous démarrez en immobilier, vous voulez commencer par des gros immeubles, soit vous allez apporter l'argent cash, soit vous allez apporter une valeur qui est équivalente à l'argent. Or, ça, ce sont des choses que lorsque vous êtes débutant, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. C'est pour ça que je conseille toujours à ceux qui me contactent, je leur conseille toujours de commencer sur une très petite échelle. Parce qu'en commençant sur une petite échelle, vous apprenez les rudiments de l'immobilier, ce qui est très important pour la suite. Parce qu'il y a des gens, lorsque j'interroge, me disent, oh, je veux construire, je vais avoir 10 immeubles en 3 ans, je vais avoir un parc immobilier de 3 millions. Non. Apprenez à ramper avant de courir. Ok? Il faut apprendre à ramper avant de courir. Il faut commencer doucement sur une petite échelle. Et au fur et à mesure que vous augmentez les échelles, n'est-ce pas, vous allez prendre plus confiance en vous et également vous allez mettre un peu d'argent de côté. D'accord? Donc, je disais tantôt que lorsqu'on parle d'argent, vous pouvez apporter soit l'argent cash, ok,
soit l'argent cash. Vous pouvez apporter de votre temps, parce que le temps équivaut également au cash. Et vous pouvez également apporter une compétence. Une compétence égale aussi cash. Voilà les choses que vous pouvez apporter lorsque vous voulez démarrer en immobilier. Lorsque vous n'avez pas l'argent, si en bas vous n'avez pas l'argent, il vous faut que vous apportez votre temps ou alors votre compétence. Nous tous, nous avons du temps. Ok? Quand moi j'ai démarré, je me suis rendu compte que, voilà, ce coach qui m'avait enseigné, il m'a enseigné, j'ai appris des choses avec lui, que ça n'allait pas. Je tournais en rond depuis un bon bout de temps. J'ai dit, ok, je vais me concentrer sur ces deux éléments, le temps et mes compétences. C'est comme ça que j'ai développé mon temps, j'ai développé, n'est-ce pas, mes compétences en immobilier, c'est-à-dire en allant chercher des connaissances. Ici, vous pouvez aussi appeler ça les connaissances, ok? Mais je préfère beaucoup plus compétences parce que pour moi, compétences, c'est connaissances plus expérience. Pour moi, les compétences, c'est connaissances plus expérience. Si vous n'avez pas l'argent, il faut avoir ces deux éléments. Et moi, j'ai développé mes compétences. C'est peut-être une raison qu'il y a des gens aujourd'hui qui me payent 90 $, 100 $ pour 45 minutes pour que je leur donne des conseils en immobilier parce que j'ai développé. Je dis bien, il y a des gens qui me payent 90 $ en 45 minutes, 100 $ en 47 minutes pour que je leur donne des conseils. Vous voyez que c'est équivalent à l'argent. Donc, si vous n'avez pas l'argent, il faut développer, il faut avoir le temps ou les compétences. Donc, ce que je vous conseille, c'est de développer vos compétences en immobilier, c'est-à-dire d'aller chercher les connaissances, en immobilier avec votre temps. Vous allez, n'est-ce pas, pouvoir monétiser, avoir de l'argent et, n'est-ce pas, pouvoir investir en immobilier. D'accord? Je vais vous partager ça dans une stratégie. Je suis en train de développer il y a de cela un peu plus d'un an. Donc, dans cette formation, nous allons voir, le premier point que nous allons voir, c'est, nous allons voir la différence entre un agent immobilier qu'on appelle encore courtier immobilier et c'est un investisseur immobilier. Ça, c'est le premier point que nous allons voir dans cette vidéo. Le deuxième point, nous allons voir, acheter sa maison n'est pas investir, c'est différent d'investir. Acheter sa maison est différent d'investir. Le troisième point, nous allons voir les types d'immeubles. Les types d'immeubles que je conseille pour les débutants. Le type d'immeuble que je conseille pour les débutants. Et en quatrième point, nous allons voir comment les banques, nous allons parler des banques, c'est-à-dire du financement. Comment les banques financent les immeubles. En dernier, au point 5, je vais vous montrer une stratégie pour démarrer en immobilier sans argent, sans épargne, sans crédit. Vous n'avez pas besoin de tous ces éléments-là pour acheter votre bien immobilier. Et en plus de ça, vous allez également vous faire de l'argent. Ok? Je vais vous partager ça dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, surtout le dernier point. C'est un point qui va vous intéresser parce que c'est un point qui non seulement m'a permis d'investir en immobilier, mais également qui m'a permis de gagner de l'argent. C'est-à-dire, vous gagnez de l'argent, vous investissez en même temps. Premier point, la différence entre un agent immobilier et un investisseur immobilier. Un agent immobilier, c'est un vendeur. C'est quelqu'un dont le but est de vendre une maison. Vous êtes nombreux, vous m'écrivez, vous me demandez est-ce que je vais faire affaire avec un courtier immobilier, est-ce que je m'en vais rencontrer un courtier immobilier, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec un courtier immobilier. Vous pouvez acheter une maison par vous-même sans passer par un courtier immobilier. Moi, je l'ai fait. La plupart de mes transactions que j'ai faites, je les ai faites sans courtier immobilier. Sur les dernières transactions, j'ai fait une seule transaction avec un courtier immobilier au Québec, depuis que je vis au Canada. Le reste des transactions que j'ai faites, je les ai faites sans courtier immobilier. Ok, donc c'est possible pour vous d'acheter une maison sans courtier. Le rôle du courtier, c'est de vendre une propriété. Et je peux vous dire que la plupart des courtiers ne connaissent pas grand-chose de l'immobilier. Leur rôle, c'est de vendre. Lorsque quelqu'un a pour rôle de vendre des choses, c'est de vous sortir des avantages qui vont vous pousser à acheter la chose. Par contre, il y a des bons courtiers. Moi, je connais des courtiers immobiliers qui sont également des investisseurs. Et moi, je suis souvent à l'aise à travailler avec ce genre de courtier. Mais lorsque vous êtes débutant, vous n'allez pas faire cette différence parce que ce genre de courtier comprend les réalités d'un investisseur immobilier. Un investisseur immobilier, c'est quelqu'un qui achète de l'immobilier dans le but de faire un rendement. Un investisseur immobilier, c'est quelqu'un qui achète de l'immobilier dans le but de faire un rendement, de faire un profit. Lorsque vous voulez acheter de l'immobilier, que ce soit votre maison, généralement, les gens vont d'abord rencontrer un courtier ou un agent immobilier. Ce n'est pas une mauvaise chose si vous avez le bon courtier parce que je peux vous dire que la plupart des courtiers, ceux que j'ai rencontrés et les commentaires que j'attends des courtiers, eux, ils vont pas forcément c'est-à-dire ils vont vous présenter l'immeuble ou la maison que vous voulez acheter sur
les points positifs. Si vous n'êtes pas averti, si vous ne connaissez pas l'immobilier, vous allez acheter, n'est-ce pas, un immeuble sous les conseils d'un agent immobilier. OK? Et par la suite, vous allez vous retrouver. Parce que lorsque vous avez déjà acheté, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous allez vous retrouver comme ça avec un immeuble qui a des problèmes parce que le courtier vous a dit non, ça c'est pas grave. Avec 2000 $, tu repasses ça. Tu achètes, tu te retrouves que tu dois faire des dépenses de 20 000 $. Ce sont les choses qui arrivent. Lorsqu'on n'a pas les connaissances, lorsqu'on ne sait pas quoi regarder lorsqu'on visite un immeuble, lorsqu'on ne sait... Il y a des courtiers, par exemple, qui vont vous dire, par exemple, lorsque vous voulez acheter une maison, la banque va vous qualifier. La banque va vous dire, OK, monsieur Diallo, en fonction de tes revenus, en fonction de ce que tu gagnes, nous, on peut te prêter 300 000. Nous, on peut te prêter 300 000 pour acheter une maison. Lorsque le courtier, moi personnellement, je ne donne pas cette information au courtier. Je fais l'effort de ne pas toujours donner. OK, je ne donne jamais cette information parce que lorsque le courtier sait que la banque vous a qualifié pour 300 000 $, mais le courtier va vouloir que vous achetiez une maison qui est l'équivalent de 300 000 $. Pourquoi? Parce que plus vous achetez à un prix élevé, plus sa commission est élevée. Or, ce n'est pas parce que la banque vous a qualifié à 300 000 $ que vous allez forcément acheter une maison de 300 000 $. C'est faux. Ce n'est pas parce que la banque vous a dit, Diallo, tu peux acheter une maison au Canada de 300 000 $ que tu vas forcément acheter une maison de 300 000 $. Non. Il faut voir vos versements hypothécaires. Est-ce que vos versements hypothécaires, vous êtes à l'aise avec vos versements hypothécaires? Peut-être si tu achètes une maison de 300 000 $, les versements hypothécaires seront peut-être, je prends un exemple, disons 3 000 $ par mois. Ok, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Par contre, du point de vue du courtier, le courtier va dire non, tes revenus suffisent, la banque t'a qualifié, tu peux acheter, c'est une belle maison, avec tes enfants, il y a un bon jardin, tu vois. Il va te vendre la propriété pour déclencher, n'est-ce pas, l'émotion en toi pour que tu achètes, d'accord? Les courtiers travaillent avec l'émotion. Les courtiers cherchent à toucher votre point sensible pour que vous achetez sans rationalité. OK? Or, lorsque vous avez des connaissances en immobilier, un courtier ne peut pas vous dire, ne peut pas vous pousser à acheter une propriété qui ne vous correspond pas. C'est un peu ça la différence entre un agent immobilier ou courtier immobilier et un investisseur immobilier. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit pas... Les courtiers immobiliers ont leur place. Les courtiers immobiliers ont leur place. L'essentiel, c'est de tomber sur un bon courtier immobilier qui va vous donner des bons conseils. Il y en a qui vous donneront des bons conseils, qui vont guider vos choix selon vos aspirations, selon votre budget, selon ce avec quoi vous êtes à l'aise. Je vais dire quelque chose qui va choquer certaines personnes, surtout nos aînés qui sont arrivés ici depuis des années. Lorsqu'on était au pays, on disait, lorsque j'étais au pays, lorsqu'on me parlait de certains membres de ma famille qui sont ici, ils ont acheté 2 maisons, ils ont acheté 3 maisons. Ma mère me disait, ah, tu y as ton frère, ton cousin au Canada, j'ai appris qu'il a acheté 3 maisons. J'étais content, j'étais admiratif. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était, lorsque je les regarde, j'écoute le discours, je me rends compte que c'était pas un investissement qu'ils ont fait. C'était un achat. Il y a une différence entre acheter l'immobilier et investir en immobilier. Lorsque vous achetez une maison pour vivre avec votre famille, ce n'est pas un investissement, c'est un achat. Lorsque vous achetez votre maison dans laquelle vous allez vivre avec votre famille, femme, enfant, ok, ce n'est pas un investissement parce que les gens disent j'ai investi, ma maison c'est mon investissement le plus important. Non, ce n'est pas un investissement. Lorsqu'on investit, c'est dans le but de faire un rendement. Or, lorsque vous achetez votre maison, vous ne faites pas un rendement là-dessus. Vous ne faites pas de profit là-dessus. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui va une fois de plus choquer certaines personnes. Votre maison, la maison que vous achetez, ne vous appartiendra jamais. La maison ne vous appartiendra jamais. Votre maison, ok, ne vous appartiendra jamais. Lorsque j'ai écouté cette phrase pour la première fois, je me suis dit, ben, ce gars, il dit quoi? Et effectivement, il avait raison. La plupart des maisons au Canada appartiennent aux banques. La plupart des maisons au Canada appartiennent aux banques. La raison est simple. Si vous cessez de payer votre hypothèque, vous allez voir à qui appartient la maison. Et même lorsque vous allez payer toute votre hypothèque sur la maison, lorsque vous allez payer toute l'hypothèque sur votre maison, la maison ne vous appartiendra pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les taxes. Et les taxes ont une puissance par rapport aux hypothèques. Lorsque vous ne payez pas vos taxes, si vous ne payez pas l'hypothèque et vous ne payez pas les taxes en même temps, ok, la taxe a priorité sur l'hypothèque. C'est pour cette raison que dans certaines situations, les banques vont préférer
payer la taxe lorsque vous avez des difficultés financières. Donc, votre maison ne vous appartiendra jamais. La taxe, c'est quelque chose que vous allez payer toute vos vies. Même si vous n'avez plus d'hypothèque sur votre maison, vous allez payer la taxe toute votre vie. Si vous cessez de payer la taxe, la municipalité, ce qu'on appelle la mairie, va récupérer votre maison. Donc, c'est pour ça que je dis, ça, ce n'est pas un investissement. Lorsque vous achetez une maison pour vivre, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas un investissement. Et ça, c'est l'erreur que la plupart des gens font. Lorsque vous allez arriver au Canada, ou bien même si vous êtes au Canada, les gens vont toujours vous encourager à acheter votre première maison. Moi, je dis c'est une erreur. Ok? On investit. Ça, c'est une leçon que j'ai tirée dans le livre de Robert Kiyosaki. On investit avant d'acheter sa maison. Mais la plupart des gens achètent leur maison avant d'investir. Je vais vous dire, quand je suis arrivé au Québec, j'ai un groupe d'amis. La plupart de mes amis avec qui je suis arrivé ou qui étaient là un an avant moi, ont déjà acheté leur maison. Moi, je n'ai pas acheté de maison. Moi, je n'ai pas encore acheté une maison. Ça ne m'intéresse même pas d'acheter une maison pour le moment. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, la raison est simple. La maison ne t'appartiendra jamais. Et en plus, lorsque vous avez une maison, vous avez une pression financière. Il faut que vous travaillez pour payer l'hypothèque. Il faut que vous travaillez pour payer les taxes. Il faut que vous travaillez pour payer l'assurance. Il faut que vous travaillez pour payer d'autres dépenses. Parce que lorsque vous avez une maison, lorsqu'il y a une réparation à faire, l'argent sort de vos poches. Je profite pour faire une parenthèse. Vous allez souvent voir, il y a un mouvement maintenant sur les réseaux sociaux qui consiste à dire il faut retourner au pays, il faut retourner. Je vais vous dire, c'est à cause de la maison. Vous allez voir, certains de nos aînés qui sont ici ne parviennent pas à retourner au pays. Parce que s'ils retournent au pays, ça veut dire que la maison qui va payer l'hypothèque, s'ils ne payent pas l'hypothèque, la banque récupère l'immeuble. Donc vous allez voir, les gens sont bloqués sur place à cause d'une maison où il faut qu'ils travaillent chaque jour pour pouvoir payer l'hypothèque, payer les taxes et payer toutes ces dépenses. Donc vous êtes lié à la maison, vous ne pouvez pas vous dépenser. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est un choix, mais sachez que lorsque vous achetez une maison, vous n'investissez pas. Sachez que lorsque vous achetez une maison, les banques vont financer, je vais parler de ça tout à l'heure, en fonction de vous, c'est basé sur vous, c'est basé sur vos revenus. Lorsque vous allez arriver, ou bien si vous êtes au Canada, si vous êtes dans un environnement où les gens vous disent acheter vos maisons, regardez ces personnes. C'est ce qu'elles ont fait. Et ces personnes, généralement, nos aînés ne connaissent pas grand-chose de l'immobilier. Elles ont acheté les maisons, elles sont assises là dans la maison. La seule chose qu'elles font, c'est payer. Si vous demandez même à certains quel est le taux d'intérêt de leur hypothèque, certains ne vous diront pas. Quand est-ce que tu vas renouveler ton terme? La plupart ne connaissent pas. Votre maison n'est pas un investissement. Lorsque vous achetez votre maison au Canada, oubliez, ce n'est pas un investissement, c'est un achat. Et en tant qu'achat, ça repose sur vous, sur vos revenus. Vous cessez de travailler, la banque récupère la maison. Maintenant, on va voir les types d'immeubles que vous pouvez acheter lorsque vous démarrez l'immobilier. Lorsque vous démarrez l'immobilier, et ça, c'est quelque chose que les banques aiment. Lorsque vous voulez démarrer l'immobilier, commencez à acheter à partir d'un duplex. À partir deux logements, un duplex, un triplex, un quadruplex. Commencez par ce genre de logement. Pourquoi? Parce que ce genre de logement, n'est-ce pas, correspond à, c'est une combinaison entre acheter et investir. Pourquoi? Parce que dans un deux logements, vous pouvez vivre ici, au rez-de-chaussée, et vous louez ici. Donc, vous louez le premier étage et vous vivez ici. Et les banques aiment bien financer ce genre d'immeuble. Si pour une maison où vous allez vivre, une maison unifamiliale, qui n'a pas de logement, si la banque vous dit, hey Diallo, ici je peux te donner 300 000 $ pour acheter cette maison, dépendamment des secteurs, ici, la banque vous dira, hey Diallo, je peux te donner 450 000. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un loyer qui tombe. Pour la banque, c'est beaucoup plus rassurant de financer ce genre d'immeuble que de financer ça. Pour que la banque finance ce genre d'immeuble, la banque va demander vos revenus. La banque va demander la preuve, par exemple, que vous travaillez. Il y a un tas de documents que la banque va demander basés sur vous, sur vos revenus. Ici également, la banque va demander, mais au niveau du financement, la banque va vous donner plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a un loyer qui tombe. Et ça rassure la banque. Et la banque considère ce revenu-là comme un revenu qui va s'ajouter sur vos revenus. Et plus vous avez les revenus, plus la probabilité que vous ne payez pas votre hypothèque est moindre. Ça veut dire que ici, si vous perdez votre emploi, si vous perdez votre emploi et si vous avez quand même un loyer qui tombe, qui peut vous permettre de payer l'hypothèque, qui peut vous permettre de payer les taxes. La dernière transaction que j'ai faite, j'ai acheté une maison comme ça. En fait, c'est une maison comme ça. Je vais mettre ça comme ça, vous voyez. Ici, il y avait une porte.
l'ancien propriétaire avait mis une porte, mais en fait, il y avait ici 1, 2. Lui, il a mis une porte, il a fait tout. Tout pour lui, c'était un logement, c'était un seul. C'était une maison. Moi, je suis venu, je suis en train de transformer ça comme ça. Je suis en train de transformer ça comme ça. Et pas d'une maison simple, je transforme en 2 logements. Et une fois que j'aurai transformé ça en 2 logements, j'aurai 2 loyers. Et j'aurai 2 loyers. Le loyer, la façon dont moi j'avais fait mes calculs lorsque j'ai acheté cet immeuble-là, j'avais fait mes loyers de façon à ce que un seul logement va payer et mon hypothèque, et mes taxes, et mon assurance. Ça veut dire que ça sera comme gratuit pour moi. Donc, c'est pour cette raison que les banques sont beaucoup plus à l'aise à financer plus un immeuble qui a plus de logements parce que la banque considère que les autres appartements ou les autres logements, ce sont des revenus qui vont entrer et vont vous permettre d'assurer vos dépenses. Or ici, si vous tombez malade, lorsque vous achetez une maison, il n'y a pas de revenus. Si vous tombez malade, il y a de fortes chances que vous ne payez plus votre hypothèque. Ce genre d'immeuble que vous devez privilégier lorsque vous démarrez en immobilier. Bien évidemment, je vais faire un bémol. Vous pouvez également acheter une maison comme ça, qui a peut-être 6 chambres, dans une zone universitaire, cégep, et vous louez aux étudiants. Ça va vous ramener de l'argent, ça va vous permettre de payer. Ça se paye automatiquement. Ça paye toutes les dépenses de la maison. Ça aussi, c'est faisable. Mais une fois de plus, les banques vont, n'est-ce pas, prendre beaucoup de précautions parce qu'ils vont se baser sur vos revenus. Jusqu'à ce que vous prouvez que vous avez des revenus qui couvrent les dépenses. D'accord? Donc, ça, ce sont les types d'immeubles que vous devez rechercher lorsque vous démarrez en immobilier au Canada. Comment les banques financent les immeubles? Comme je venais de vous le dire, plus l'immeuble a des logements et les banques voient ce genre d'immeuble-là d'un bon œil et elles sont à l'aise de financer, donner plus de financement sur ces immeubles. Alors, comment est-ce que les banques financent? La loi sur les banques au Canada veut que, après ce qu'on appelle ratio prêt-valeur, il faut que les banques doivent financer en principe 80% la valeur de votre propriété. Donc, vous allez en principe amener 20%. C'est-à-dire, si la maison vaut 100 000 $, la banque va vous apporter 80 000 $ et vous allez appeler porter 20 000 $. Ça, c'est la loi sur les banques au Canada en ce qui concerne l'immobilier. Maintenant, avec les projets, avec les, comment on appelle ça? Lorsque vous achetez votre premier logement au Canada, que ce soit un duplex, un triplex, un quadruplex, ici, même une maison unifamiliale, ces deux, vous avez besoin de 5% de mise de fonds et ces deux, vous avez besoin de 10% de mise de fonds. Voilà comment les banques financent. Maison et duplex, 5% de mise de fonds. Ça, c'est ce qu'on appelle un financement assuré. Si ce n'est pas un financement assuré, vous allez aller ici à un financement conventionnel. La banque finance 80% de la valeur de la propriété et vous financez 20%. Maintenant, lorsque le financement assuré, la banque finance entre 5 et 10%, dépendamment du type d'immeuble. Voilà comment le financement se passe. Et vous devez savoir que les banques sont les gestionnaires des risques. Les banques vont toujours s'assurer que le prêt qu'elles vous octroient pour acheter votre maison, vous serez capable de rembourser. OK? La banque va prendre toutes ses dispositions pour s'assurer que vous serez capable. C'est pour ça que les banques aiment bien ces genres de propriétés, les duplex, les triplex et les quadruplex, parce qu'elles sont sûres que les loyers vont tomber. Parce que le logement, c'est un besoin fondamental, c'est un besoin de base. Et avec ça, les banques sont sûres qu'un loyer va tomber. Et avec ce loyer-là, vous allez payer. Elles sont beaucoup à l'aise à financer les duplex, les triplex, les quadruplex, au lieu de financer une maison unifamiliale. Bien qu'elles financent, mais elles vous donneront beaucoup plus d'argent à payer une maison, un immeuble qui a plusieurs logements. D'accord? Donc, voilà le principe des financements, n'est-ce pas? Voilà comment les banques financent. Lorsque vous comprenez ça, comment est-ce que les banques financent, ça va vous permettre à vous de viser un type de propriété en fonction de vos revenus. D'accord? Parce que même ici, les banques vont se baser aussi sur vos revenus, juste que elle va vous octroyer plus de financement par rapport à une maison unifamiliale. Donc, le dernier point que je voulais partager avec vous, ça c'est, je réponds comme ça aux questions des gens qui viennent d'arriver au Canada, qui investissent, sont là depuis 1 an, 2 ans, mais n'ont pas des principes de base en immobilier, veulent investir, ne savent pas comment le faire, n'ont même pas encore un bon score de crédit. Le dernier point, c'est effectivement comment acheter l'immobilier au Canada
sans argent, sans crédit, sans, n'est-ce pas, sans épargne. Alors, c'est une stratégie qu'on appelle les flips de promesses d'achat. Je vais écrire ça en rouge. Vous allez faire la stratégie des flips, des promesses d'achat. Flip des promesses d'achat, je vous explique. Le flip des promesses d'achat, c'est le point d'entrée en immobilier. Et aujourd'hui, c'est ce que moi je conseille à toute personne qui veut démarrer en immobilier. Parce que cette activité vous permet de faire deux choses. Je dirais même trois. Ça vous permet de développer vos compétences en prospection. Ça va vous permettre de gagner l'argent, c'est-à-dire de remonter un capital. Et ça va vous permettre d'acheter l'immobilier avec ou sans cash. Alors, comment ça se passe cette stratégie? Cette stratégie, vous êtes simplement quelqu'un, comment on appelle, vous êtes un intermédiaire, vous êtes ce qu'on appelle un middleman. Avec les compétences que vous allez développer ici, lorsqu'on parle de compétences des prospecteurs, ça veut dire que vous allez développer la capacité à trouver des immeubles rentables. La capacité à trouver des immeubles qui ont un potentiel de rentabilité ou un potentiel de profit. Ça, c'est le rôle du prospecteur. Le rôle d'un prospecteur, c'est développer des compétences qui vont te permettre de trouver des immeubles rentables ou des immeubles qui ont un potentiel de rentabilité ou de profit. Moi, j'ai développé ces compétences et aujourd'hui, avec ces stratégies des flux de promesses d'achat, non seulement je me fais de l'argent, je me fais de l'épargne et j'achète mes immeubles avec cette stratégie. Alors, c'est quoi un flip? Un flip, c'est simplement une activité qui consiste à acheter et revendre rapidement. Tu achètes, tu revends rapidement. Dans certains cas, tu n'achètes même pas. Ok? Dans les promesses d'achat, tu n'achètes même pas. Promesse d'achat, le flip. Une promesse d'achat, pour ceux qui nous regardent, voilà, qui viennent d'arriver au Canada, une promesse d'achat, c'est juste un document, un accord écrit que tu as entre le vendeur qui donne les conditions pour lesquelles tu veux acheter sa maison. Les conditions sur le prix, les conditions sur le terme, les conditions sur le délai. Voilà les trois grandes conditions qui figurent dans une promesse d'achat. Moi, je sais pas, moi, Diallo, je promets d'acheter la maison de Issa à 180 000 $. Je vais acheter la maison au plus tard dans 2 mois. Ça veut dire ici, écoutez très bien, hein, avec cette stratégie, comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de crédit, vous n'avez pas besoin d'épargne. Il faut juste votre temps et développer les compétences de prospecteur. C'est tout ce que vous avez besoin. C'est-à-dire, vous marchez dans une rue, vous voyez un immeuble, disons, vous voyez un duplex, d'accord? Vous voyez un duplex qui vaut, dont la valeur réelle, disons, c'est 200 000. Vous, quand vous avez développé des connaissances et des compétences pour pouvoir détecter des deals, des bonnes affaires en immobilier, vous parvenez, n'est-ce pas, à négocier ce deal, vous parvenez, valeur négociée, vous parvenez à négocier ce deal à 130 000. Lorsque vous entendez sur le prix à 130 000, vous signez un document avec des conditions. Les conditions, il y a par exemple le prix, il y a les termes et il y a les délais. Quand je parle des termes ici, ça peut être le taux d'intérêt, ça peut être le financement que vous allez octroyer, ça peut être, peut-être vous voulez peut-être visiter l'immeuble, ce sont les termes. Vous voulez visiter l'immeuble avant d'acheter, vous voulez inspecter l'immeuble par un professionnel avant d'acheter. Lorsque vous avez ça sur un document, ok, vous avez ici le document. Vous êtes ici. Ça, c'est Diallo. Ici, c'est le vendeur. Avec sa maison, ici, c'est le vendeur. OK? Et ici, vous avez une autre personne qui, ici, lui, il est investisseur. D'accord? Vous êtes comme au milieu, middleman. Le monsieur, c'est lui, le propriétaire de cette maison. Vous avez eu un accord à 130 000 là-dessus. Vous avez le document. Vous avez signé le document ici à 130 000 $ et vous revendez ça ici, disons à 140 000 ou à 150 000. Vous revendez ce document. Je dis ce document, le bout de papier. Vous revendez ça à un investisseur à 150 000. Ce qui fait que lorsque la transaction va se faire chez le notaire va prendre les 150 000. Le notaire va remettre ici 130 000 au vendeur et le notaire va vous payer 20 000 $ pour vous. 20 000 $ dans vos poches. Et lui, il est content parce que la valeur de l'immeuble vaut 200 000 $. Lui, peut-être, il va
acheter à 150 000 $, il va peut-être mettre, disons, 10 000 pour faire les travaux. Ça va lui faire 160 000. Il va revendre à 200 000 et il va faire un profit de 40 000. C'est gagnant pour tout le monde. Vous voyez? Donc, ça, c'est une stratégie qu'on appelle la stratégie, n'est-ce pas, des flippers, la stratégie du démarcheur, la stratégie de l'intermédiaire. Ça, c'est un business que les gens ne parlent pas beaucoup. Les gens prennent ça pour illégal. Non, c'est légal. Ça, depuis un peu plus d'1 an, c'est ce que je fais. Et j'ai généré des milliers de dollars avec ça. Pourquoi je vous dis que c'est une stratégie pour les débutants? C'est une stratégie pour les débutants parce que vous allez développer des compétences pour trouver ce genre d'immeuble à cette valeur. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai trouvé, ça je vais vous le dire aujourd'hui, j'ai un investisseur avec qui aujourd'hui j'ai signé une promesse d'achat sur un immeuble à 180 000 $. Moi j'ai signé le document comme je vous ai montré, j'ai signé la promesse d'achat à 180 000 $, mais l'immeuble vaut 280 000 $. Vu qu'avec l'investisseur, c'est-à-dire moi je suis ici c'est moi Arthur, ici j'ai mon investisseur, ici, j'ai le vendeur. Moi, ici, j'ai signé à 180 000 $. Je peux bien revendre ici à 210 000 $. Je peux bien revendre ça à 210 000 $ ou bien même à 200 000 $. Mais au lieu de revendre à 200 000 $ mon investisseur, puisque lui et moi, on a déjà fait plusieurs transactions, ce que je fais, je lui dis, les 20 000 que je vais recevoir, je mets ça dans le deal. Je te donne, on achète ensemble. On va acheter ça ensemble à 180 000. D'accord? Les 20 000 $, c'est la mise de fonds. Moi, je mets mise de fonds 20 000 $. D'accord? Donc, au lieu que lui, il me paye ça à 20 000, ça va à 20 000 $, lui, il va sortir de l'argent pour faire des travaux. On va mettre à peu près 25 000 $ pour les travaux. Donc, vous voyez qu'ici, ça va revenir à 205 000 $. Et nous allons revendre ça à 280 000 $. Donc, on va faire une différence de 75 000 $ que nous allons diviser en deux. Donc, ça va faire à peu près 37 000 pour chacun. Donc, vous voyez que avec les connaissances, avec cette stratégie, je n'ai pas utilisé mon crédit parce que avec ça, je n'ai pas besoin d'aller à la banque. Je n'ai pas besoin d'aller à la banque, je n'ai pas besoin d'épargne, j'ai juste besoin des compétences et du temps pour trouver des immeubles comme ça. J'ai besoin du temps et des compétences pour trouver ce genre d'immeubles. Donc, voilà ce que je fais. Et l'année prochaine, je vais chercher avec la plupart, j'ai des investisseurs comme ça, j'en ai plusieurs. L'année prochaine, les objectifs qu'on a, c'est de chercher des gros immeubles. Regardez, des immeubles de 12 logements. Et moi, c'est la stratégie que je vais utiliser parce que j'ai les compétences pour trouver ce genre d'immeubles à prix bas. Je trouve l'immeuble, je demande 25%, 20 à 25% de l'immeuble. Vous voyez que si j'achète 12 logements, je demande 25% de l'immeuble parce que l'immeuble est très rentable. Ok? Il faut vraiment développer la capacité de trouver des immeubles à bas prix. Ça, c'est le plus important. Vous voyez que 25% de 12, ça va faire à peu près 3 logements. Si je fais comme ça 3 transactions, 4 transactions, ça me fait 16 logements et j'ai dépensé combien? 0 $. Est-ce que j'ai eu besoin de crédit? Non. Est-ce que j'ai eu besoin d'épargne? Non. J'ai eu besoin de quoi? Compétences et de montants pour trouver ce genre d'immeuble. Ça, c'est la stratégie que je conseille à ceux qui veulent débuter, qui n'ont pas d'épargne. Par contre, si vous avez l'épargne, vous avez un peu d'argent, il y a bien sûr d'autres stratégies pour aller chercher du financement pour acheter. Moi, j'ai déjà utilisé cette stratégie pour aller chercher du financement pour acheter la mise des fonds. Mais aujourd'hui, je fais un mix des deux. Ça me permet de me générer l'argent, je peux aller trouver le financement, ainsi de suite. Vous voyez que pour démarrer en immobilier au Canada, avoir les connaissances et le temps pour détecter les immeubles rentables, comme on dit en anglais, c'est un game changer. Aujourd'hui, je connais des gens à qui j'ai apporté des deals qui veulent vraiment investir avec moi. Et pas, je simplifiais en fait ces compétences-là. Je me disais non, je vais demander non. Aujourd'hui, ça a de la valeur parce que je fais de l'argent, les autres font de l'argent. Et ça, c'est très important. Retenez ça bien, la stratégie du démarcheur, la stratégie de l'intermédiaire en immobilier en faisant des flips de promesses d'achat. C'est ce que je conseille pour les débutants. Vous n'avez pas besoin de crédit, vous n'avez pas besoin des banques, vous n'avez pas, n'est-ce pas, besoin
d'épargne ou de mise de fonds pour démarrer en immobilier au Canada. Dans les prochains jours, je vais développer cette stratégie-là et, n'est-ce pas, d'autres stratégies pour vous permettre d'investir en immobilier sans avoir besoin de cash, de crédit. Ce sont les choses qui se font. C'est juste que les gens ne sont pas suffisamment éduqués. Les nouveaux arrivants ne sont pas éduqués. Et même les arrivants qui sont là depuis des années ne sont pas éduqués. Et je voulais faire une parenthèse pour vous dire, cette propriété, on n'achète pas ça par la banque. Non, on n'a pas besoin de la banque pour acheter. On ne passe pas par les banques pour acheter ce genre de propriété. On utilise d'autres stratégies que je partagerai dans d'autres vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo pour que la plupart des immigrants soient au courant de cette stratégie. Il y a, n'est-ce pas, de l'argent. Ce sont les choses qui se font. Les gens se font de l'argent, mais n'en parlent pas beaucoup. Mais j'en parle parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'était Archie au Canada. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Ciao.